forgotten to any man, to any time, forgotten to any god or devil, forgotten even to the sea, or any sough or part of Winslow, even any chanting of your soul is Winslow no more, but is now itself the sea. En 1896, sur l'île d'Ellenmore, dans les archipels des îles Flannan au nord-est de l'Écosse, commence la construction d'un phare. Beaucoup de légendes locales circulent au sujet de ce lieu. L'une d'entre elles avance qu'un esprit repousse n'importe quel marin ou éleveur tentant de s'installer sur l'archipel. En 1899, le phare s'allume pour la première fois. 4 gardiens y sont assignés, chacun d'eux travaille en rotation, alternant 6 semaines de travail et 2 semaines de congé. Cela laisse donc 3 hommes présents sur l'île pour s'occuper du phare en tout temps. En décembre 1900, les 4 hommes en poste étaient James Ducat, le gardien principal du phare, âgé de 43 ans, son expérience dans ce travail est mesurable, ayant déjà donné 20 ans de sa vie à ce métier. Donald MacArthur, gardien de phare occasionnel, âgé de 40 ans, remplaçant à ce moment-là le second habituel, alors en arrêt maladie. Thomas Marshall, plus jeune, âgé de seulement 28 ans, remplissant le rôle de second assistant du gardien principal. Et enfin le 4e, Joseph Moore, qui est quant à lui en congé lors des événements. Aux alentours de minuit, le 15 décembre 1900, le bateau à vapeur Actor se rend compte en passant près d'Ellenmore que le phare ne fonctionne plus. Après investigation, les gardiens semblent avoir disparu. En 2019, cette histoire ressurgit à nouveau à travers l'œuvre cinématographique de Robert Eggers, The Lighthouse. Avant de continuer la vidéo, on vous invite cordialement à vous abonner à notre chaîne. C'est un petit clic pour vous, mais un énorme pas pour notre contenu. Merci à vous d'avance et retour au sujet. The Lighthouse est un film américano-canadien sorti en 2019 et réalisé par Robert Eggers, réalisateur notamment du film The Witch, sorti 4 ans plus tôt. Ce thriller psychologique nous raconte l'histoire de 2 gardiens de phare venant relever l'équipe précédente sur un îlot éloigné des terres, au large de la Nouvelle-Angleterre. Ils doivent y rester 4 semaines, mais la tempête empêchera le bateau de venir les chercher. Le chef de phare, interprété par Willem Dafoe, est très autoritaire et se réserve l'accès à la lampe du phare, où il cache peut-être un secret que son assistant, joué par Robert Pattinson, voudrait connaître. Celui-ci effectue sa première mission et découvre le métier, mais le chef le cantonne aux plus basses besognes. Il a cependant lui aussi un secret et pourrait ne pas être celui qu'il prétend. Il est en outre en proie à des cauchemars et à des hallucinations, et est hanté par ses visions, en particulier celle d'une sirène. Leur relation se détériore progressivement, entre rapports hiérarchiques tendus, beuveries joyeuses, bagarres violentes, imprécations et confidences, sur un îlot bientôt battu par la tempête. The Lighthouse s'inspire donc des réels événements ayant pris place aux alentours de décembre 1900 sur l'île d'Ellenmore. Le 26 de ce même mois, un second navire nommé l'Hesperus se rend sur l'île afin d'y effectuer une visite de routine. En approchant, le capitaine James Harvey trouve étrange qu'aucun drapeau ne soit installé sur le mât, normalement visible depuis la mer. Le navire sonne son klaxon à plusieurs reprises afin d'attirer l'attention des gardiens. Cependant, personne ne répond à l'appel. Il tente alors d'allumer une fusée de détresse, mais encore une fois, aucune réponse. Joseph Moore, le 4e gardien précédemment en congé alors présent sur le bateau, décide de se porter volontaire afin d'aller vérifier si les 3 gardiens sont toujours sains et saufs. En arrivant sur place, Moore ne remarque rien d'étrange. Tout est à sa place, exactement comme la dernière fois où il s'est rendu sur l'île. En continuant, il découvre que la barrière est restée fermée, ainsi que la porte du phare et la porte derrière celle-ci. L'entrée de la cuisine est quant à elle bien ouverte. Plusieurs détails attirent néanmoins son attention. La cheminée semble ne pas avoir été utilisée depuis des jours et toutes les horloges sont arrêtées. Les lits sont vides, comme il les avait laissés tôt le matin. Comprenant que quelque chose s'est vraiment mal passé au phare, Moore décide par la suite d'y retourner accompagné d'une poignée d'hommes afin de mener une enquête plus poussée. Enquête dont le résultat est incompréhensible. Le phare est en parfait état de marche et tout fonctionne correctement dans les quartiers des gardiens. Ils ne trouvent aucune trace de ces personnes et encore moins de pistes quant à leur disparition soudaine. Ils restent alors sur l'île pour faire fonctionner le phare pendant que l'Hesperus retourne en mer afin d'envoyer un télégraphe pour prévenir les autorités compétentes. Le lendemain, Moore et son équipe finissent par débusquer un début de piste en arrivant au débarcadère ouest.
Contrairement au premier débarcadère parfaitement en ordre, celui-ci est assez endommagé. Une boîte contenant des agrès et des cordes d'amarrage a disparu. Fait étrange, ces cordes sont retrouvées éparpillées sur des rochers plus loin. Il constate également que les balustrades en fer autour de la zone ont été brisées. Certaines manquent complètement. Cependant, ces dommages sont déjà détaillés dans le journal de bord des gardiens, impliquant que ces événements n'ont peut-être pas de lien direct avec leur disparition. Un dernier élément marque leur attention. Une bouée de sauvetage, accrochée à 110 mètres du niveau de la mer, a disparu. Elle ne semble pas avoir été déliée par les hommes, mais plutôt arrachée de son emplacement par la mer, ce qui impliquerait la présence d'une vague gigantesque et fulgurante à un moment donné de notre histoire. Un historien du nom de Mike Dash trouva des preuves que l'eau avait déjà trempé le haut du phare d'Ellenmore en 1950, ce qui correspond à 300 mètres de haut. Il est dit qu'en tentant de prendre en photo les vagues monstrueuses à l'origine de ces éclaboussures, le gardien de l'époque avait failli être emporté du haut du phare lui-même. Moore et ses coéquipiers font ensuite l'inventaire des gardiens, et découvrent avec exactitude ce que les hommes portaient le jour de leur disparition. Donald MacArthur, le second remplaçant, a notamment laissé le seul manteau qui lui était connu, impliquant qu'il a disparu sans celui-ci. En plein décembre, sur une île déjà connue pour sa fraîcheur le reste de l'année. Il découvre également un autre journal décrivant les derniers jours des gardiens disparus. La dernière entrée datait du 13 décembre, mais une ardoise comportait des détails du 14 et du 15, comprenant le moment où la lumière du phare s'est éteinte, ainsi que des lectures thermiques et atmosphériques durant jusqu'à 9h du matin. Le carnet leur apprend plusieurs choses. D'une, le moral des différents gardiens était plutôt bas dernièrement. Deuxièmement, plusieurs grosses tempêtes avaient eu lieu récemment. Étrangement, aucune grosse intempérie n'avait été déclarée aux alentours des îles durant cette période, ce qui ouvre deux portes. Les orages étaient soit extrêmement localisés ce jour-là, soit tout ceci n'était que des hallucinations dues au moral plutôt bas des marins et à leur isolation constante. Le journal du plus jeune gardien, Thomas Marshall, détaille à quel point les 10 orages l'effrayaient, lui et ses comparses. Ce qui finit même par obliger les hommes à prier, de peur que cela ne cesse jamais. Malgré que leur phare, neuf d'à peine un an à ce moment-là, leur garantissait une sécurité maximale. Il est aussi écrit que James Ducat était très calme les derniers jours. On a même entendu le fort bourru MacArthur pleurer. La dernière phrase écrite dans le journal dit ceci. « Orage terminé, mer calme, Dieu est au-dessus de tout. » Un homme permet à Moore et ses comparses d'avoir quelques explications en plus. Posté à environ 30 km de l'île, son travail consistait à s'assurer que les gardiens allaient bien. Pour cela, il était armé d'un bloc-notes, d'un crayon et de jumelles, et devait surveiller le phare au loin à la recherche de potentiels signes de détresse. Lors de son interrogatoire, celui-ci admit qu'il ne pouvait pas voir le phare directement entre le 7 et le 29 décembre. Il avait seulement pu distinguer de la lumière le 12, puis plus rien jusqu'au 26. Jour où Moore lui-même ralluma le phare. Pour une raison inconnue, l'homme n'a jamais prévenu personne, malgré qu'il ait lui-même trouvé étrange l'absence de lumière durant 2 semaines. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer leur disparition. Théorie numéro 1. Les hommes ont été engloutis par la mer, soit en glissant du haut de la côte, ou emportés par une vague titanesque, ou peut-être même par le vent. Cette partie du monde étant l'une des plus venteuses des Royaumes-Unis connues à ce jour. Une autre théorie veut que la dépression ait tué les gardiens. Comme vu plus tôt, leur moral était très bas, menant donc à une potentielle erreur fatale. Peut-être les gardiens se sont-ils entretués, le dernier survivant décidant de se jeter à la mer plutôt que de vivre avec ça. Peut-être qu'une relation amoureuse se créa entre certains des hommes, puis s'envenima jusqu'à créer un incident atroce. Des légendes de sirènes ont aussi été avancées, en particulier sa version écossaise. Les Blue Men, connus aussi sous le nom de Storm Kelpies. Une légende locale dit que les 3 gardiens furent transformés en 3 gros oiseaux que Moore aurait aperçus le 26 décembre. Punition pour ne pas avoir respecté les pouvoirs ancestraux de l'île. Les corps des gardiens ne furent jamais retrouvés jusqu'à ce jour. Leur disparition reste donc un mystère complet. Robert Eggers, visiblement fasciné par ce fait divers historique, s'est rapproprié cette histoire en tentant d'imaginer ce qu'il a pu advenir sur l'île et aux gardiens y résidant, tout en y ajoutant toutes sortes de thématiques symboliques et mythologiques. The Lighthouse est une expérience cinématographique. En effet, l'esthétique si particulière du film fait de The Lighthouse une expérience unique en son genre. Selon moi, c'est un film qu'on va soit adorer, soit détester,
Mais c'est avant tout un film qui ne nous laissera pas indifférents en raison de ses nombreux partis pris. Tout d'abord, la colorimétrie. Le film est présenté en noir et blanc, dans le but de valoriser son histoire et sa mise en scène, et il est également filmé avec des caméras 35 mm afin de coller au mieux avec l'époque à laquelle les événements du film se déroulent. L'esthétique est remarquable, les jeux de lumière et d'ombre très prononcés, et les gros plans sur les expressions et le regard des personnages nous renvoient directement au cinéma muet et à l'expressionnisme cinématographique. Avant d'analyser cette esthétique si particulière, petit rappel de ce qu'est l'expressionnisme. Courant artistique né au XXe siècle en Europe du Nord, notamment en Allemagne, l'expressionnisme est une tendance artistique caractérisée par une vision émotionnelle et subjective du monde, une forme d'art faisant consister la valeur de la représentation dans l'intensité de l'expression. Cette forme d'art va d'abord se développer dans le domaine de la peinture. Ce mouvement qui naît au début du XXe siècle est une réaction à l'impressionnisme français. Alors que ce dernier tente à décrire la réalité physique, l'expressionnisme allemand, lui, se détache de cette réalité et la soumet aux états d'âme de l'artiste, en nous mettant de manière brutale face à des couleurs violentes et à des lignes acérées. Plus qu'un mouvement ou une école, il est davantage une réaction à l'académisme et à la société. C'est pourquoi les artistes expressionnistes resteront souvent isolés. Considérée comme étant une forme d'art dégénéré, elle sera même condamnée par le régime nazi. Pourtant, l'expressionnisme n'est autre que la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive. Celles-ci sont le reflet de la vision pessimiste que les expressionnistes ont de leur époque, encore hantée par le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Cette forme d'art finira par toucher de nombreux domaines artistiques. Peinture, architecture, littérature, théâtre, musique, et enfin cinéma, au début du XXe siècle. Nous sommes à une époque à laquelle l'Allemagne se remet difficilement de la Première Guerre mondiale. L'industrie cinématographique, qui est alors en pleine expansion, a du mal à rivaliser avec les productions luxueuses d'Hollywood. Les réalisateurs des studios allemands développent alors diverses méthodes afin de compenser le manque de moyens, en s'inspirant notamment de peintures expressionnistes pour proposer des œuvres symboliques et uniques. Mélange entre film noir et film d'horreur, ce courant trouve très vite sa place dans cette époque d'après-guerre, où exprimer ses sentiments et ses tourments devient nécessaire. Plusieurs éléments vont caractériser le cinéma expressionniste. Premièrement, le décor. L'expressionnisme ayant pour but de déformer la réalité, le rôle du décor est par conséquent crucial. On ne cherche plus alors à tourner sur de belles places, ni dans de beaux lieux du quotidien. Ne disposant que de peu de budget, les cinéastes ne se préoccupent plus trop de l'arrière-plan, qui devient volontairement artificiel, arborant des lignes, des courbes et parfois des couleurs sans queue ni tête. L'ambiance instaurée doit être étrange. On pourrait se dire que ce genre de code serait impossible à suivre pour un cinéaste de nos jours, sans perdre ses spectateurs. Pourtant, des réalisateurs tels que Tim Burton prouvent encore le contraire et s'inspirent de ce mouvement aujourd'hui. La lumière et l'éclairage sont également des éléments centraux dans les films expressionnistes. La lumière, présentée de la manière la plus artificielle possible, doit permettre d'approfondir l'ambiance particulière du film et de multiplier les reflets, les traînées brillantes. Elle participe grandement à rendre les personnages encore plus effrayants et inhumains. Cependant, s'il y a lumière, il doit aussi y avoir des ombres. Ces dernières sont très présentes dans les films expressionnistes, notamment pour agrandir les traits d'un personnage lorsque son ombre glisse le long du mur, mais elles permettent également de nous laisser nous imaginer l'étendue malsaine et monstrueuse d'un personnage par la suggestion par image, plutôt qu'en nous servant des scènes violentes et gore. Cela n'est d'ailleurs pas étonnant au vu de la période historique. Les esprits étant encore fortement marqués par la guerre, les thèmes principaux qui s'imposeront seront la folie, la trahison et la monstruosité. L'irréalisme exacerbé de l'expressionnisme permet alors d'aborder ces thèmes difficiles, les rendant assez faux pour qu'ils deviennent alors divertissants. Enfin, les personnages sont également un élément essentiel des films expressionnistes. Maquillés de façon très poussée, ils passent pour des créatures presque non organiques, des êtres irréels qui incarnent des émotions liées au style du film. Ainsi, ils sont effrayants, fous, sombres, inquiétants. Leurs costumes sont à leur image, noirs ou étranges. De ce mouvement expressionniste, The Lighthouse a emprunté de nombreuses caractéristiques.
Il est une expérience cinématographique à part entière, une anomalie dans le panorama audiovisuel de ces dernières années. Le travail sur le noir et blanc est particulièrement singulier et travaillé, et le format carré de l'image, couplé à ses couleurs, évoque la photographie des pionniers du XIXe siècle. La particularité de The Lighthouse réside dans la mise en scène donnant au film des traits expressionnistes comparés à ceux d'un film de Dreyer. Selon mes recherches, les ombres, les cadres, les lumières, les gros plans sur les visages et les yeux, la théâtralité des acteurs seraient inspirés de vampires. À cette ambiance viennent se joindre des éléments typiquement Lovecraftiens, participant à l'élaboration d'une atmosphère mythologique unique. Nous pouvons notamment évoquer le phare. La manière dont il est filmé évoque sa déification. Il est un objet vivant à part entière. On insiste sur ses rouages, ses mécanismes et sa grandeur face à la tempête. Tout ceci lui donne vie. Le phare devient alors le centre d'intérêt attisant la curiosité, le fantasme et la vénération, de par son inaccessibilité. Source lumineuse au perché, il est synonyme de vérité et de réponse face à la routine quotidienne des protagonistes. Nous pouvons aussi évoquer l'omniprésence des mouettes sur l'île, tourmentant constamment le personnage principal dans ses activités quotidiennes. L'animal prenant alors une tournure presque surnaturelle, il est même défini comme sacré pour les marins par Dafoe à un moment dans le film. La descente aux enfers de Pattinson s'accentue lorsqu'il bafoue cette croyance en massacrant une des mouettes de l'île dans un élan de folie meurtrière. Ainsi, le récit nous embarque dans le quotidien de deux gardiens de phare. Le plus vieux est une épave et surjoue l'autorité totalitaire. Son second est plus digne, mais habité de secrets et de haine. L'épée, l'eau environnante, la crasse, la masturbation, l'alcool qui coule à flot, rien ne nous est épargné. L'environnement est hostile et oppressant, l'isolement carcéral. Le silence est entrecoupé des tic-tac d'une vieille horloge, des fracas des vagues sur les rochers, des cris des mouettes et du son assourdissant émis par le phare. Les jargons, les insultes et les blasphèmes résonnent à tout va. Cette ambiance maritime sensorielle et crasseuse, pour peu qu'on l'apprécie, est parfaitement interprétée par le duo William Dafoe et Robert Pattinson, qui rendent le résultat encore plus mémorable de par leur performance hors norme dans ce huis clos creux et asphyxiant. Nous sommes plongés dans un face-à-face au sommet de la folie et de la solitude. Tous deux sont présentés sous un récit décousu, sous un scénario voilé, un final époustouflant mais mystérieux, dont on ne sait jamais vraiment s'il est métaphorique ou simplement irrationnel. Certains parlent d'une relecture du mythe prométhéen, cependant on ne saurait s'en contenter. The Lighthouse bascule dans une ambitieuse évocation onirique, dans laquelle les fantasmes et les hallucinations des personnages rejoignent une dimension mythologique à forte connotation symbolique. Cette imagerie mêlant rêve et réalité pousse les deux personnages jusqu'aux recoins les plus sombres de la folie. Le principal sujet de discorde entre les deux gardiens restera l'accès à la lanterne du phare, lumière située au sommet de l'île et se muant en un trésor, jalousement gardé d'un côté et ardemment convoité de l'autre. Dans une interview réalisée pour le site AV Club, le réalisateur Robert Eggers nous prévient que rien de bon ne peut arriver quand deux hommes se retrouvent coincés à l'intérieur d'un phallus gigantesque. Le phallus représentant le phare, vous l'aurez compris. Une tension homo-érotique émane constamment des interactions entre les deux personnages. Cela apparaît furtivement dès le début du film, lorsque Thomas demande à Ephraim comment un ex-bûcheron aussi bel homme a fini par se retrouver gardien dans ce phare, même s'il fait passer cela pour une blague. Le rapport à la sexualité des deux personnages nous apparaît comme confus tout au long du film. Une des scènes nous les montre l'un dans les bras de l'autre, à deux doigts de s'embrasser, mais finissant par refouler leurs ardeurs. Winslow trouve un peu de réconfort avec les sirènes, d'abord en utilisant son imagination lors d'une scène de masturbation, puis en rencontre une en chair et en écaille, par laquelle il se voit charmé, avant de s'enfuir en criant à la vue de ses organes génitaux. Le choix de la sirène peut sembler ici anodin. Après tout, nous sommes en pleine mer, donc pourquoi pas. Cependant, quelques recherches sur la symbolique de cette créature viennent appuyer le propos. Celle-ci symbolise un pouvoir féminin, mais son absence d'organes génitaux rend son rapport à la sexualité quelque peu ambigu. Ce n'est pas pour rien qu'elle est souvent utilisée comme un symbole LGBT. Pour citer un exemple, une association anglaise, Mermaids, soutient les jeunes queers. La sirène la plus connue est sans aucun doute celle écrite par Hans Christian Andersen. Une polémique a eu lieu il y a quelques années, beaucoup de personnes étant contre le fait que celle-ci soit interprétée par une actrice noire dans sa dernière version, mettant en avant le fait que la version de Disney était blanche et rousse et devrait le rester. Cependant, en creusant un peu plus loin et en s'intéressant à la vie de l'auteur,
Il semblerait que la petite sirène n'ait pas été conçue dans le but d'avoir une représentation stable, et pourra même tout aussi bien être un homme. Je m'explique. Andersen avait un rapport assez tourmenté avec sa propre sexualité. Homosexuel à une époque qui ne le permettait pas vraiment, il éprouvait des sentiments non réciproques envers son tendre ami, Edvard Collin. « Je me languis de toi comme d'une belle fille de Calabre. Mes sentiments pour toi sont ceux d'une femme. Mais la féminité de ma nature et notre amour doivent demeurer un secret. » lui écrivait-il dans une correspondance. Edvard Collin n'était pas n'importe qui. Fils de Jonas Collin, membre du comité directeur du Théâtre Royal et bienfaiteur d'Andersen, il explique dans ses mémoires que son statut le mettait dans l'impossibilité de répondre à l'amour qu'Andersen lui portait. Inconsolable, notre pauvre écrivain a donc écrit le conte pour extérioriser sa peine en se projetant dans le personnage d'Ariel. D'une manière similaire à celle d'Andersen, Ephraim se voit douter en permanence de son identité sexuelle, ici incarnée par la figure de la sirène. Pas vraiment de place à l'interprétation, l'auteur confirme lui-même cette vision. Robert Eggers nous dit dans une interview réalisée pour le magazine Fortune « La sirène de The Lighthouse, à la fois séduisante et terrifiante, peut sans aucun doute être perçue comme la culpabilité qu'éprouve Ephraim vis-à-vis de son attirance envers Thomas. » Un rapport dominant-dominé se développe et tend à s'inverser tout au long du film. Thomas force Ephraim à réaliser des tâches domestiques dégradantes et féminines, ou du moins considérées comme telles à l'époque où le film est censé se passer, tandis qu'à la fin, Ephraim reprend l'ascendant de manière très physique. Une autre interview très intéressante de Dafoe, Pattinson et Eggers, centrée sur l'homo-érotisme du film, nous laisse encore plus de pistes sur cette interprétation. C'était plutôt explicite dans le script. Le phare ressemblait à un pénis en érection. N'est-ce pas en réalité une histoire d'amour dans laquelle ils ne savent juste pas quoi faire l'un de l'autre? Suis-je en train de dire que ces personnages sont gays? Non, cependant je ne dis pas l'inverse non plus. Dans la scène dans laquelle ils dansent ensemble, ce n'est pas qu'ils ont des sentiments l'un envers l'autre, mais ils sont là, et ils sont chauds, c'est très clair. Il y a ce moment où ils s'embrassent presque, et soudain c'est genre... Non, on ne peut pas. Ils se tiennent l'un l'autre, et ils sont presque mignons et bien saouls. Les garçons font parfois des choses ensemble quand ils sont bourrés. J'aimerais voir Jung et Freud manger furieusement du popcorn en regardant ce film. The Lighthouse est donc une expérience cinématographique à part, contant l'histoire mystérieuse et encore non élucidée à ce jour des gardiens du phare de l'île d'Eilenmore. Le film est ouvert à différentes interprétations. Fable mythologique, purgatoire cruel mais juste, dieu Lovecraftien avide et surpuissant, malédiction des mouettes, ou alors tout ça à la fois. Ce qui est sûr, c'est que ce film nous a marqués, et nous avons hâte de le revisionner avec plus de recul afin de déceler de nouveaux détails qui nous auraient échappé lors des précédents visionnages. Les performances des deux acteurs sont remarquables, pour Dafoe c'était attendu, mais Pattinson vient prouver ici que sa carrière ne se résume pas à Twilight, et nous espérons qu'il sera autant impliqué dans son rôle du Chevalier Noir dans The Batman, prévu courant 2022. Avant de vous quitter, nous aimerions vous parler rapidement d'une chouette mention honorable en rapport avec cet épisode du nom de No One Lives Under the Lighthouse. Petit jeu indépendant plutôt incroyable qui, à sa manière, reprend les événements du film et de l'histoire vraie l'y a inspiré, en y ajoutant son propre twist Lovecraftien plus que bienvenu. Le jeu vous emmènera dans les profondeurs de la folie du personnage, tourmenté par les éléments, la solitude, les mouettes, mais aussi une entité semblant prendre le contrôle de papillons de nuit attaquant agressivement la lumière émanant du phare. No One Lives Under the Lighthouse est une expérience horrifique à part ultra plaisante, proposant plusieurs fins et une histoire concise mais parfaitement mise en œuvre. Nous vous le conseillons vivement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Celui-ci étant le premier épisode de la saison 2 de Zone Morte. On en profite pour accueillir Cathy, notre nouvelle host pour cette émission. L'idée pour cet épisode vient d'elle et énormément de recherches allant avec ça. Ça faisait un petit bail qu'elle voulait parler de cinéma et je suis très heureux qu'elle ait pu le faire ici. Attendez-vous à la voir souvent à nos côtés. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce, un commentaire ou à même vous abonner. Ça nous aide grandement à propager notre travail. Encore merci pour votre attention, votre soutien, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Zone Morte.